Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV. Vous regardez Affaires suivantes, le magazine qui décrypte chaque semaine l'actualité police-justice. Dans un instant, nous reviendrons avec nos invités de la semaine sur ces images à peine croyables de la nuit. Le commissariat de Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, qui a été pris pour cible par une quarantaine d'individus la nuit dernière. Des tirs de mortier, tirs de feu d'artifice sur la façade. Des individus également armés de barres de fer. On y reviendra dans le détail avec nos invités. Ce sera juste après le dossier de la semaine. 3 ans après son interpellation, Théo Louaka n'a rien oublié de ce jour de février 2017 où sa vie a basculé. Son interpellation par 4 policiers a dégénéré. Il est aujourd'hui handicapé à vie. Le parquet a demandé mercredi le renvoi de 3 policiers aux assises. Mais la qualification de viol n'a pas été retenue. La première réaction de Théo et de son avocat, Maître Antoine Vest, sur ce plateau dans un instant, avec évidemment Dominique à nos côtés. Mais d'abord, le rappel des faits de ce qui s'est passé en février 2017 avec Elisa Trane. Son interpellation, suivie de son hospitalisation, avait ému jusqu'au sommet de l'État. François Hollande s'était rendu au chevet de Théo Louaka. Des artistes s'étaient engagés à ses côtés. Et nombre de Français ont participé à des manifestations Justice pour Théo. Des rassemblements, parfois émaillés de violence. Cette interpellation qui a fait tant de bruit, la voici, en partie filmée, quelques instants après les faits. Nous sommes le 2 février 2017, dans la cité des 3000 à Aulnay-sous-Bois. Lors d'un contrôle de police, un jeune homme est interpellé de façon musclée par 4 policiers. Son pantalon, trop grand, glisse lors de l'échauffourée. Au milieu des coups, la matraque télescopique de l'un des fonctionnaires atteint la partie basse du jeune homme. Il est par la suite emmené par les forces de l'ordre, puis rapidement hospitalisé, victime d'une déchirure anale longue de 10 cm. Depuis, Théo Louaka, 25 ans, doit vivre avec une poche de stomie. Très vite, 2 versions des faits vont s'opposer, celle de Théo et de sa famille, à savoir un acte brutal sans équivoque. J'ai vu prendre sa matraque et il me l'a enfoncé dans les fesses, volontairement. Par la suite, ils l'ont volontairement amené dans un coin et, à ce moment-là, il a continué à se faire tabasser. Et la version du policier, qui parle d'un geste ayant entraîné des séquelles, oui, mais sans volonté de blesser. Ce geste a été fait dans un contexte très particulier, avec une mêlée et un garçon qui mesure 1,90 m, qui se débat comme un diable, qui est effectivement rue dans tous les sens, et des fonctionnaires de police qui essayent par tous les moyens de le faire chuter à terre, au moyen notamment de la matraque télescopique. L'affaire est devenue emblématique. Théo, un symbole des violences policières. Plus de 3 ans après les faits, le parquet de Bobigny a requis le renvoi devant les assises de 3 des 4 policiers présents ce jour-là. Faute d'éléments suffisants pour retenir la qualification de viol aggravé, ils sont mis en cause pour violence volontaire. Et sur le plateau d'affaires suivantes, Théo Louaka, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. Ça fait des mois que vous n'avez pas pris la parole, que vous ne vous êtes pas exprimé. Merci d'avoir choisi Affaires suivantes. Maître Antoine Vest, bonjour. Vous êtes son avocat. Merci d'être là avec nous. On va évidemment vous demander de réagir à ces décisions cette semaine du parquet sur renvoi aux assises. C'est l'actualité. Mais d'abord, des nouvelles de vous. Comment allez-vous et comment votre vie a évolué depuis février 2017 ? Depuis 3 ans, comme vous avez pu le voir sur le parquet, l'a dit, je suis handicapé à vie. Un handicap qui est dur à vivre. Parce que voilà, aujourd'hui, moi, quotidiennement, c'est plus pareil. Parce que c'est ça pour les sorties, pour toute activité que je peux faire, c'est pas pareil. Donc, on vit avec. Après, ce que le parquet a fait, tout ça, moi, Pardon, excusez-moi, pour être très concret, qu'est-ce que vous faisiez avant ? Vous étiez peut-être sportif, que vous ne pouvez plus faire ? Avant, j'étais très sportif. Donc, je jouais beaucoup au football. Je sortais beaucoup aussi. J'étais un bon vivant, je mangeais dehors et tout ça. Bon, maintenant, c'est plus calculé. Tout ce que je dois faire, c'est millimétrer, c'est faire attention à ci, faire attention à ça. Et voilà, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Je peux plus jouer au foot, je peux plus rien faire de physique quand je le veux, quoi. Théo, on vous a enlevé cette poche. Vous ne l'avez plus. Oui, on me l'a enlevé, mais le docteur il a été très clair là-dessus. Il m'a dit, on t'enlève pour l'instant, mais le muscle qui a été atteint, il s'affaiblit avec les années qui passent. Donc par conséquent, moi, je serais obligé de soit remettre la poche, soit porter des couches. Et ce sera à moi de décider qu'est-ce que je préfère entre les deux, quoi. À quel âge? Bientôt, là, c'est 40 ans, peut-être 45 ans, je sais pas. S'il n'y a pas d'amélioration d'ici là,
Une nouvelle poche ou des couches. Exactement. Le parquet a donc décidé cette semaine de renvoyer aux assises 3 policiers. La qualification de viol n'a pas été retenue. Le parquet parle de violence policière. Évidemment, on va en parler avec vous deux. D'abord, votre première réaction. Est-ce que c'est un soulagement de vous dire que la justice fait son travail ou est-ce qu'il y a de la déception? Après, un soulagement, pas un soulagement, c'est pas vraiment ce qui m'apporte. Moi, le mot viol, c'est pas moi qui l'ai sorti. C'est les gens d'IGPN qui l'ont dit. Donc moi, j'ai toujours dit qu'ils m'ont mis ma main dans les fesses. J'ai pas parlé de viol. Et c'est l'IGPN qui m'a dit clairement que c'était un viol. Donc après, ce qui se passe, comme ils appellent ça comme ils veulent, moi, ça m'intéresse pas en vérité. Comme j'ai toujours dit, c'est mes avocats qui s'occupent de ça. Donc voilà, c'est moi, ce qu'ils m'ont fait, c'était une main dans les fesses. Après, ils appellent ça comme ils veulent. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez pour ces policiers? Franchement, qu'ils aient ce qu'ils méritent. Histoire de montrer un exemple aux autres policiers pour que les bavures policières cessent. Si on commence par les punir eux, je pense que les autres policiers vont réfléchir avant d'agir. Maintenant, moi, à la base, quand j'avais parlé le 2 février, c'était pour ça. C'est pour que, par la suite, des policiers puissent réfléchir avant d'agir. Et malheureusement, c'est pas toujours le cas. Et que la justice soit faite, c'est ce qu'avait d'ailleurs promis à l'époque le président de la République, François Hollande, et le ministre de l'Intérieur qui était venu vous rencontrer. Maître Antoine Vey, un renvoi aux assises, ce n'est pas rien. Non, d'abord, il faut rappeler que le renvoi aux assises n'est pas ordonné aujourd'hui. Il y a le parquet qui a donné un avis. D'ailleurs, nous allons compléter cet avis par des observations, nous-mêmes, parce qu'on pense qu'il y a dans cette affaire eu des contre-vérités parfois, ou des zones d'ombre qui n'ont pas été éclaircies. Et puis la juge d'instruction va décider de suivre ou pas les réquisitions du parquet. Donc on est à une étape intermédiaire. Si aujourd'hui on a décidé de s'exprimer, c'est parce que tout au long de l'information judiciaire, il y a eu une série d'informations tronquées qui ont été distillées et qui ont gravement cherché à écorner l'image d'abord du dossier, en oubliant parfois qu'on a affaire à des violences policières extrêmement graves, qui entraînent un préjudice permanent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles étaient totalement injustifiées. Le contrôle dans lequel ces violences se sont faites était un contrôle, on va dire, tout à fait ordinaire. On a entendu dire qu'il y avait de la drogue, des raisons pour lesquelles il se serait... qu'il aurait été interpellé. L'information a établi qu'il n'y a pas vraiment de raison pour lesquelles ça s'est passé comme ça. Il n'y a pas eu de résistance de votre part? Non, mais la résistance, pardon, je dis juste une chose, c'est quand on est interpellé, il y a des actions qui se passent, qui ne sont pas toutes décidées, on le voit sur les images. De toute façon, dans ce dossier, il y a des images, on les voit. Donc, de dire qu'il y a quelqu'un qui se débat, voilà, c'est exactement ce qui s'est passé pendant 3 ans. On en vient à dire que c'est lui qui aurait presque provoqué les violences. Or, lui, il n'était pas armé. Il n'avait pas de matraque, il n'avait pas de choses, il était seul, ils étaient 4. Enfin, nous, la raison pour laquelle de temps en temps, au cours de l'information, on accepte de venir répondre à des questions de journalistes, c'est pour réinformer tout simplement. Ouais. Et dire une chose simple, d'abord, qu'on a affaire à un cas symbolique de violence policière. Et ça, je le dis parce que dans les politiques, on entend parfois il n'y a pas de violence policière en France. Non seulement il y a des violences policières, mais en plus elles sont graves, elles sont répétées. Le cas de Théo en est un, mais on peut voir... C'est un policier dans l'affaire Théo, c'est un policier. Non, c'est 3 policiers. Oui, mais la matraque, c'est un policier. Oui, mais attendez, un contrôle justement, et si les policiers interviennent collectivement, c'est pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y en ait pas un qui fasse n'importe quoi à un moment donné. Et c'est pas un épisode de violence, c'est 4 épisodes de violence. Et les violences, elles ont continué dans la voiture et au commissariat. Et il n'y a pas un moment quelqu'un qui a levé le doigt en disant « ça suffit, en fait, calmons-nous ». Nous sommes là, les policiers, pour protéger, pas pour agresser. Et dans ce dossier, il y a une succession d'agressions extrêmement humiliantes. Et c'est ça qu'on veut voir dit devant la justice. Maître Vey, vous dites ça continue dans la voiture. Théo dit qu'il a été insulté, traité de bamboula dans la voiture. Et il y a une histoire de photo. C'est quoi cette histoire de photo prise par des policiers ? L'histoire de photo, en réalité, c'est que, et c'est reconnu, un des policiers a pris en photo, et Théo l'a toujours dit, Théo dans la voiture de police, avec son appareil personnel, et Théo a toujours dit qu'il l'avait pris pour l'humilier, pour se moquer de lui. Et vous voyez, quand vous êtes victime de violences policières, ça se passe soit dans une voiture de police, soit dans un commissariat. Donc vous pouvez jamais démontrer ce qui s'est passé. Mais elle existe, cette photo, vous? Non, elle n'existe pas. Pourquoi? Elle a été effacée de l'appareil du policier, qui a soutenu dans un premier temps qu'il l'avait pris pour l'exploiter dans le cadre d'un procès verbal. Et c'est vrai qu'on s'étonne que cette photo ait disparu, parce que soit elle est prise pour exploiter dans un procès verbal et donc elle est en procédure, soit elle a été effacée parce qu'effectivement elle était peut-être... Qu'est-ce qu'il vous dit dans la voiture quand il fait la photo, le policier vous dit quelque chose? Ouais, il me dit, en fait, il a pris un Snapchat. Un Snapchat, c'est un réseau social où, en général, on partage des moments de joie avec ses amis. Donc il a fait son Snap. Avant de faire un snap, il a parlé de ses collègues, il a dit, mais ça mérite un petit snap, ça. Comme si c'était un petit trophée que j'avais gagné, quoi. Et ensuite, il a fait ce snap, il m'a montré la photo, regarde, t'as vu ta gueule? C'est ça les mots qu'il a employés.
Et voilà, c'était clairement pour se foutre de moi. Faut pas chercher midi à 14h. Maître, la qualification, je le disais, de viol n'a pas été retenue. Est-ce que c'est un point sur lequel vous allez essayer de revenir? Je reviendrai dessus, on va dire, sur un aspect clairement technique, parce qu'il m'apparaît que juridiquement, en fait, il faut que les gens le comprennent. Quand on introduit un objet dans une zone qui est sexuelle, l'anus par exemple, pour que ce soit un viol, il faut qu'on démontre qu'il y a une intention sexuelle particulière. Nous, on dit que cette intention, elle peut être déduite des déclarations qui ont eu lieu après, qui étaient clairement humiliantes et qui, d'une certaine façon, avaient une connotation sexuelle. Maintenant, on ne va pas se battre là-dessus parce que c'est l'arbre qui cache la forêt. On ne veut pas que, on pense que parce qu'il n'y a pas, on retient pas la qualification de viol, ça enlève quelque chose à la gravité des faits. Et la gravité des faits, c'est qu'il a une blessure à vie causée par une matraque. Et quand je lis dans la presse qu'en réalité cette matraque aurait été utilisée selon les règles de l'art, les bras nous en tombent. Parce que si les règles de l'art pour un policier, c'est de causer un préjudice permanent à celui qui, même quand il l'interpelle, il est là pour le protéger, eh ben, on se dit qu'il faut interdire les matraques, comme il faut interdire les plaquages au sol, quand en réalité, il consiste à étouffer quelqu'un et à le tuer. En fait, ces règles-là, elles servent à protéger tout le monde, et les policiers inclus. Si, quand on utilise un matraque selon les règles de l'art, on peut tuer quelqu'un, ou alors on peut lui causer un préjudice permanent, eh ben, il se passera ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ils devront en répondre devant une chambre criminelle. Maître Veil, qu'est-ce que risquent les policiers devant la cour d'assises? Ils risquent une peine d'emprisonnement, parce que un des faits visés aujourd'hui par le parquet est de nature criminelle. Et les autres, et d'ailleurs, il n'y a pas de décision définitive qui seront prises, ça va être encore discuté. Ils risquent évidemment, et je pense que c'est aussi une bonne mesure, de ne pas pouvoir à nouveau exercer dans un contexte d'opération, on va dire, dans la rue, où, oui, il faut être entraîné, c'est leur travail. Quand on dit qu'en réalité, c'était une interpellation particulièrement... non, c'était une interprétation tout à fait banale, et avec les dispositions qui sont les leurs, leur entraînement, la façon dont ils agissent, et personne ne dit que c'est facile. Là encore, nous, on a une défense très claire tout au long de l'information. On ne fait pas le procès de la police. La police, là où ils habitent, dans les quartiers, tout le monde dit c'est nécessaire. Mais on fait le procès des violences policières. Et il faut savoir, je veux dire, démocratiquement, unanimement, distinguer les deux, et pas penser qu'on s'en prend à 4 policiers et qu'on s'en prend au fait de maintenir l'ordre. Non, on maintient l'ordre en assurant la sécurité de ceux qu'on interpelle. Ce que vous dites est particulièrement important parce qu'on est dans un contexte aussi particulier aujourd'hui. Il y a eu ce thème des violences policières récurrent. C'est aujourd'hui ce qui vous concerne. Il y a eu cette nuit, et on va en parler dans un instant, ce commissariat de Champigny qui a été pris d'assaut par des individus. Les affaires sont là, toutes. Aujourd'hui, vous, comment vous vivez les choses? Vous pensez qu'il y a un vrai problème dans la police ou vous pensez qu'il y a des policiers qui ont dérapé précisément dans votre situation? Pour vous dire les choses, franchement, moi j'ai un truc simple à énumérer. Dans les films des héros, il y a les super-héros gentils et les super-héros méchants. Et il y a les citoyens. Nous, les citoyens, on est les citoyens. Si c'est qui va affronter les héros méchants, c'est les super-héros gentils. Nous, à l'heure actuelle, les citoyens ne peuvent rien faire du tout. C'est que demain, c'est Spider-Man qui va affronter le bouffon vert pour nous défendre. Nous, on ne peut rien faire contre le bouffon vert. C'est Spider-Man. Ça veut dire que c'est la police qui doit s'occuper des mauvais policiers. C'est pas ni aux avocats, ni à nous. Parce qu'on n'a pas le pouvoir, on n'a pas leur connexion. Aujourd'hui, eux, les bons policiers, parce qu'il y a beaucoup de bons policiers, j'en ai beaucoup croisés, il faut qu'ils se lèvent et qu'ils s'assemblent ensemble et qu'ils aillent voir les mauvais policiers pour leur dire arrêtez de travailler notre profession ou sortez d'ici. Créez votre police à vous tout seul. Parce que malheureusement, aujourd'hui, comme sûrement à Champigny hier, il y a des bons policiers qui ont été pris à part à cause des mauvais policiers. C'est soit on enlève les mauvais policiers de la police et tout le monde est content, ou soit ça va continuer comme ça pendant longtemps. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est les policiers qui doivent aller voir les autres policiers pour leur dire de faire leur travail correctement. Et c'était important de vous entendre aussi sur ce sujet. Merci beaucoup Théo Louaka d'être venu sur le plateau d'Affaires suivantes. Merci beaucoup Maître Antoine Vey d'avoir réservé vos premières réactions à Affaires suivantes sur BFM TV. Vous restez avec nous dans un instant, on va revenir justement sur ce sujet dont on parlait à l'instant, ce commissariat de Champigny dans le Val-de-Marne qui a été pris d'assaut cette nuit, des tirs de mortier, tirs de feu d'artifice contre la façade, une quarantaine d'individus avec des barres de fer, pas de blessés, mais une situation évidemment qui interroge. On y revient dans un instant. Il est quasiment 13h30. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV. Vous regardez Affaires suivantes, le magazine qui décrypte chaque semaine l'actualité police-justice. Dans un instant, on va vous emmener dans les coulisses d'un procès. Le procès d'Helga Wouters. Il s'est tenu cette fin de semaine. Helga Wouters est une anesthésiste
alcoolique. À Pau, cette semaine, elle était jugée car elle avait accouché en 2014 d'une femme sous l'emprise de l'alcool et cette future mère est décédée. Malheureusement, ce n'était pas la première fois que cette anesthésiste arrivait ivre au bloc. Elle avait déjà été renvoyée à 2 reprises d'établissements hospitaliers en raison de ses problèmes d'alcool. Le récit, ce sera juste après les invités de la semaine. Et avec nos invités de la semaine, nous allons revenir sur ces images à peine croyables. Le commissariat de Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. Cette nuit, il était un peu avant minuit quand une quarantaine d'individus ont tiré des tirs de mortier sur la façade, des tirs de feux d'artifice. Ils sont pris avec des barres de fer au commissariat de ce quartier dit sensible. Une nouvelle attaque de policiers après l'attaque d'Herblay cette semaine avec nos invités. Dans un instant, on va revenir sur cette peur qui gagne certains policiers, sur ces menaces qui pèsent aujourd'hui sur nos forces de l'ordre. Mais on va d'abord prendre la direction de Champigny. Nous attend Alexandre Chauveau. Alexandre, que sait-on désormais précisément de ce qui s'est passé cette nuit ? Eh bien, 2 policiers étaient en pause hier soir aux alentours de 23h55. Ils fumaient une cigarette lorsqu'ils ont été la cible d'une quarantaine d'individus qui ont voulu s'en prendre à eux et au commissariat. Ils ont simplement eu le temps d'entrer à l'intérieur du sas du commissariat, mais les individus ont poursuivi leur attaque à coups de barres de fer notamment. Ils n'ont finalement pas réussi à entrer à l'intérieur de l'établissement, mais s'en sont suivis de longues minutes de tirs nourris de mortiers et de feux d'artifice. Des feux de poubelle ont également éclaté et 5 véhicules de la police ont été dégradés. Des vitres qui ont été brisées notamment. Pas de blessés, pas d'interpellation, mais des riverains et des policiers choqués. Mais un drame a été évité, nous disait tout à l'heure le maire de Champigny, Laurent Jeanne, alors que Valérie Pécresse est attendue maintenant d'une minute à l'autre ici sur place à Champigny. Alexandre Chauveau avec Julie Dubois à Champigny-sur-Marne où a donc eu lieu cette attaque cette nuit. Et on va en parler évidemment avec nos invités. Perrine Salé, bonjour. Merci d'être là. Vous êtes porte-parole de l'association des femmes de force de l'ordre en colère. Et à vos côtés, Guillaume Fard, notre consultant sécurité intérieure BFM TV. D'abord, Perrine Salé, on disait, il y a eu cette attaque cette nuit. Il y a eu Herblay, on va en reparler, des policiers sur lesquels on a tiré à balles réelles avec un policier qui est toujours dans un état très grave au moment où l'on se parle. Ces affaires, qu'est-ce qu'elles provoquent chez vous ? De la colère, du dépit, de la rage ? Un petit peu toutes ces émotions, puisqu'on ne peut pas ne pas être en colère face à un tel déchaînement de violence, notamment à Herblay, une tentative d'homicide, mais une tentative d'homicide précédée d'une agression physique extrêmement lourde, extrêmement grave. On parlait de traumatisme crânien, et puis ensuite les fonctionnaires se sont vus se faire tirer dessus, mais par leurs propres armes de service qui leur ont été arrachés, subtilisés et qui ont été criblés de balles. Donc là-dessus, on est sur un déchaînement de violence exponentiel et on voit que c'est pas parce qu'ils dérangeaient un trafic ou ce genre de choses, puisque aujourd'hui on a Champigny. Qu'est-ce qu'ont fait ces fonctionnaires de police ? Rien, ils font juste leur travail, ils sont en pause. C'est un commissariat qui est en plein milieu d'une cité et qui est visé non seulement par des coups de barre de fer pour le détruire l'enceinte de l'établissement, mais ensuite ce sont des fonctionnaires de police qui se voient attaquer directement avec des tirs de mortier par une cinquantaine d'individus qui viennent s'en prendre en fait physiquement à eux, là, sans motif réel. Là aussi, factuellement, Guillaume, il y avait 2 policiers qui étaient en train de fumer leurs cigarettes devant les locaux. Quand les individus sont arrivés, ils ont dû se réfugier très vite. Ça aurait pu virer au drame. Effectivement, ils ont pu se réfugier in extremis dans le sas. Et le sas, la vitre est blindée. Et donc, ils ont ainsi pu être protégés des coups de barre de fer qui ont commencé à pleuvoir sur la vitre. Et heureusement qu'ils ont eu ce réflexe-là. Puisque dans toutes ces attaques, qui sont des attaques de commissariat, mais aussi de casernes de gendarmerie, les gendarmes ne font pas exception. À chaque fois, il y a ce risque de la confrontation entre les assaillants, les forces de l'ordre, et que un gendarme, un policier, pour se protéger, en vienne à utiliser son arme de service. Parce que exposer un risque d'atteinte à sa vie, à un moment donné, il lui faudra préserver son intégrité physique. Et c'est cela qui risque de se produire. On avait parlé au moment des affaires de manifestation de Gilets jaunes de l'attaque du peloton de gendarmerie autoroutière de Narbonne. Il s'en était également fallu de peu pour que les gendarmes ne soient réduits à cet extrême qui est l'usage de l'arme de service. Et là, hier, c'est exactement ce qui s'est produit. Et des faits comme cela, il y en a fréquemment, hélas. Le 23 avril, ce commissariat avait déjà été ciblé. Et même il y a 2 ans, il y avait eu une attaque très grave de ce même commissariat avec plusieurs dizaines d'individus. Guillaume, si ces 40 personnes, ces 40 individus réussissent à entrer dans le commissariat de Champigny-sur-Marne,
Il y a combien de policiers à l'intérieur? Mais il y en a très peu. Il y a ceux qui sont en service de nuit, en réalité. Et ce qui est très grave, c'est qu'ils sont en sous-nombre. Et comme vous le dites, étant en sous-nombre, ils peuvent être mis en difficulté et avoir à se défendre pour protéger leur vie. Il y a des armes. Il y a des armureries dans les commissariats de police. Donc ces armes, après, elles peuvent être dérobées. Qu'est-ce qui va en être fait? Il y a 2 armes qui sont toujours dans la nature après l'effet de Herblay. Il y a 2 armes de service qui ont été dérobées à ce moment-là. Donc c'est tout cela qui est très grave et qui instille un climat très néfaste pour les policiers et gendarmes. Oui, le point sur lequel j'aurais aimé revenir, c'est aussi le nombre d'effectifs de fonctionnaires de police. Quand avec l'association Femmes des Forces de l'Ordre en colère, on annonce que l'effectif, c'est aussi gage des sécurités. Tout simplement, Champigny est passé de 49 fonctionnaires à fonctionnaires à une vingtaine de fonctionnaires présents dans Champigny. Donc on est sur aussi une insécurité en termes de chiffres, en termes de nombre, et une impossibilité à agir de façon rapide. Ouais. Il va falloir également appeler des renforts s'ils viennent à être encerclés. C'est aussi toute cette logique de puissance par le nombre. Alors, on réduit le nombre des fonctionnaires de la police nationale et en même temps, les municipalités, surtout autour de Paris, créent des polices municipales. Donc, on va dire comme que sur le terrain, il y a du monde. Mais c'est vrai que ceux qui focalisent la haine, la rage anti-flic, c'est pas, pardon pour le terme, c'est pas les polices municipales, c'est toujours la police nationale. Et c'est toujours la police nationale qu'on s'en prend. Ouais. La police municipale est aussi visée par cette haine. En fait, on a remarqué avec l'association, puisqu'on englobe aussi bien la police municipale que la gendarmerie ou les pompiers, que c'est l'uniforme, en fait. C'est ce symbole d'autorité qui va être pris pour cible. On voit encore des centres même d'appel de secours qui sont visés par des tirs de mortier d'artifice, au même titre que Champigny l'a été. Donc au final, ce qui est vraiment visé, c'est cette figure d'autorité. On a eu récemment aussi des policiers municipaux, je me souviens plus d'où exactement, mais qui ont été pris pour cible et qui se sont vus agressés physiquement parce qu'ils sont policiers municipaux. En fait, c'est cette image d'autorité qui est refusée et qui va susciter une haine profonde. Est-ce qu'on a des chiffres précis, Guillaume? Parce qu'on dit qu'il y a de plus en plus d'attaques de policiers. Est-ce qu'on peut le chiffrer? Oui, on peut tout à fait le chiffrer. Les contrôles de la route, prenez déjà cet indicateur. Les contrôles routiers, la gendarmerie nationale, qui est en charge de la protection de 800 000 à 900 000 km de route sur notre territoire, en réalise 10 millions par an. Sur ces 10 millions par an, il y a 30 refus d'obtempérer par jour, c'est plus de 1 par heure. Concrètement, ça peut conduire à des drames. Mélanie Lemay, vous vous en souvenez. Concernant les agressions de policiers, elles sont là aussi en augmentation. Il y avait eu précisément en 2017, 15 policiers et gendarmes qui avaient été tués dans l'accomplissement de leur mission. Ils étaient 25 en 2018. Donc vous voyez l'inflation. Mais sans aller jusqu'à ce cas extrême qui est le décès en service, il y a les agressions par arme. Et les agressions par arme de policiers en 2017, il y en a eu 418. En 2018, il y en a 666. Donc vous voyez, ce phénomène est en augmentation et cela, ça pèse très lourdement sur le moral des policiers et gendarmes. Il ne faut pas remonter à très loin pour trouver une manifestation de policiers. C'était le 2 octobre 2019 dernier, il y a un an. Ils étaient 20 000 dans les rues de Paris et ils étaient venus dénoncer collectivement, tous syndicats confondus, leurs conditions de travail. Il y a des chiffres et puis j'aimerais qu'on parle de la réalité humaine qu'il y a derrière. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, dans tous les témoignages que vous avez, il y a des policiers qui partent au travail la boule au ventre? Est-ce qu'il y a des compagnons de policiers qui voient partir leur conjoint avec la peur au ventre? En fait, c'était déjà le cas, parce qu'il y a le risque inhérent au métier qui est évident. Hein, mais là, dans toutes les situations qu'on évoque, on n'a aucun risque inhérent au métier. C'est pas une interpellation qui a mal tourné, ce sont des attaques directes. Donc, en fait, ce risque de mort est de plus en plus présent par l'intention délictuelle, criminelle d'individus à l'encontre des fonctionnaires de police. Comment vous vivez-vous? Forcément, on a peur. Aussi bien parce qu'on a peur de ne pas voir notre compagnon ou notre compagne rentrer à la maison, mais on a peur aussi de cette haine qui se déplace. Parce que justement, aujourd'hui, toute cette haine, non seulement elle est sur le fonctionnaire de police, mais quand il va rentrer chez lui également, ça va le suivre. Parce qu'on va se souvenir de ce policier, Alexandre, à Lyon, qui a été agressé devant sa compagne, parce que reconnu comme étant fonctionnaire de police, qui s'est fait rouer de coups devant sa compagne, mais également toutes ces menaces qu'on va retrouver à notre domicile. On se souvient des portes de CRS taguées avec des injures dessus. On se souviendra de messages déposés dans les boîtes aux lettres ou alors de menaces à l'encontre des compagnes ou des enfants de policiers directement, notamment la présidente de l'association ou moi-même, nous sommes menacés de mort et ces enfants sont menacés de viol, par exemple.
On a toujours un peu de mal à accéder aux policiers blessés. Il y a des policiers qu'on aimerait avoir, qui sont capables ensuite physiquement de venir quelques jours plus tard, même sur un plateau de télé. On n'a jamais accès à eux parce que la hiérarchie ne les laisse pas venir nous parler. On peut se demander aussi pourquoi. Est-ce que vous pensez que justement du côté de cette hiérarchie, il y a quelque chose qu'on essaie de... Bon, les faits sont arrivés, on en parle, mais de taire un peu pour pas affoler le pays? J'ai l'impression qu'on a dans toute la société une idée de cette volonté de ne pas faire de vagues. Il ne faut pas faire peur, il ne faut pas faire de vagues. On enlève toute l'idée du méchant policier. Bah oui, le policier, on ne doit pas avoir peur du policier. On doit avoir confiance en la police. La police est là pour nous protéger, évidemment. Mais on doit avoir peur de la sanction pénale. Et la police est là pour interpeller un individu qui va faire commettre une infraction pour qu'il soit sanctionné a posteriori et rétablir l'ordre social. Aujourd'hui, il n'y a plus de notion de respect de cette autorité-là. Et en plus de ça, il n'y a plus de peur réelle de l'autorité pénale et de la sanction. Donc aujourd'hui, forcément, on n'a pas envie de faire de vagues pour essayer d'acheter une espèce de paix sociale, à mon sens. Et c'est ce qu'on remarque aujourd'hui parce qu'on dit « Ah ben non, il ne faudrait pas qu'un délinquant soit trop fermement condamné, il faut lui donner une seconde chance. » Oui, mais la sanction est nécessaire. Et aujourd'hui, quand on voit des individus qui sont interpellés et qui ont déjà plus de 21 faits sur leur dossier, tout simplement, plus de 21 faits de casier, inscrits au casier, mais aucune sanction. Aucune sanction. Et que l'individu, en fait, il a un sentiment d'impunité. Et en plus de ça, un sentiment de haine contre la personne qui vient l'arrêter et que ça l'encombre un petit peu quand même. Et vous disiez une volonté sociale de peut-être ne pas trop en parler, peut-être aussi, et je vais vous poser la question que je posais à Théo Louaka qui était sur ce plateau il y a quelques instants, peut-être aussi parce qu'il y a eu des débordements, parce que le débat des violences policières s'est imposé, qu'il y a eu des images qui ont choqué, qu'il y a des histoires qui ont marqué et que quelques actions individuelles ont terni l'image de la police. Vous me connaissez, je n'aime pas parler de violence policière parce que justement je considère que ce sont des fonctionnaires de police qui ont commis des délits ou des crimes. À partir de ce moment-là, on va juger une personne. C'est la personne qui est jugée. Sans passage devant les tribunaux, il ne peut pas y avoir de justice, donc ils sont jusqu'alors présumés innocents. Mais si on part du principe de constater que toutes les enquêtes IGPN, on peut supposer... aller dans notre esprit, qui sont tous coupables. Sur toutes les interventions de la police nationale, c'est-à-dire environ 3,1 millions par an, on a 0,05% d'affaires qui vont passer devant les GIGPN, qui vont être instruites par les GIGPN. 0,05% au final, c'est que notre police, elle est exemplaire en majorité. Mais on a quelques cas, effectivement, qui vont devoir passer devant les tribunaux, qui doivent être sanctionnés, aussi bien administrativement, pénalement et civilement. Viry-Châtillon, Guillaume, avait déclenché un mouvement de colère des policiers. Viry-Châtillon, on se souvient de ces deux policiers qu'on essaie de bloquer dans leur véhicule et de mettre le feu à ce véhicule. Est-ce que là, aujourd'hui, on approche d'une situation similaire? Et évidemment, la question vous concerne aussi, Perrine Saleh. Oui, c'est la question que posait Dominique tout à l'heure. La haute hiérarchie policière le redoute. Et d'ailleurs, après l'effet d'Herblay, le directeur général de la police nationale, Frédéric Vaux, a écrit aux policiers. Et il leur a écrit un message de compassion, mais on comprenait aussi que derrière ce courrier, il y avait une crainte. Et une crainte que les policiers n'en reviennent à manifester, comme ils l'ont fait en 2016 avec le mouvement des policiers en colère. Et en 2016, ils l'avaient fait en dehors de tout cadre syndical. Et donc, le dialogue social, qui est pourtant très étroit dans la police nationale avec des syndicats puissants, c'était délité. Et à ce moment-là, la police était devenue incontrôlable. Et c'est ce que redoute aujourd'hui la haute hiérarchie policière, parce que la police est en crise. Il y a une crise profonde, il y a une crise morale, il y a une crise des vocations. Un simple exemple, c'est la police judiciaire. La police judiciaire, pendant des dizaines d'années, était très fortement attractive. C'était la police reine, au point que parfois on confondait même la police judiciaire et toute la police nationale. Aujourd'hui, plus personne ne veut faire de police judiciaire, plus personne ne veut être enquêteur. C'est dire s'il y a un malaise profond d'une profession qui n'attire plus. Et la preuve, effectivement, que ce sujet est pris très au sérieux. Un nouveau tweet de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui nous dit « J'ai demandé à la préfecture de police la plus grande fermeté. Les enquêteurs sont à pied d'œuvre pour identifier les fauteurs de troubles. Afin de ne pas les gêner dans cette mission, je me rendrai sur place auprès des policiers après ce travail accompli. » Dossier pris donc au sérieux par le ministre de l'Intérieur. En 10 secondes, Perrine Saleh, que demandez-vous au ministre de l'Intérieur ?
d'entendre la voix des familles et de reconnaître un élément que l'on porte par le biais de l'association Femmes des Forces de l'Ordre en colère. On parle aujourd'hui de discrimination un peu à toutes les sauces. Aujourd'hui, si vous avez des fonctionnaires qui se font agresser, si vous avez des familles qui sont menacées de mort, c'est parce que nous sommes soit fonctionnaires de police, soit gendarmes, soit compagnes ou compagnons de policiers ou de gendarmes. Et aujourd'hui, il faut reconnaître ce fait professionnel comme motif de discrimination. Entendre les familles. Merci beaucoup, Perrine Saleh, d'être venue sur ce plateau. Merci beaucoup, Guillaume Fard. Une image encore à vous montrer sur cette actualité, celle de la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Elle était l'invitée de BFM Politique. Et juste après, bien regardez, elle s'est rendue à Champigny-sur-Marne pour constater les dégâts. Elle voit là les barres de fer qui ont servi à casser les vitres. Et certaines portes de ce commissariat de Champigny-sur-Marne. On y reviendra évidemment dans le non-stop à partir de 15h sur BFM TV. Tout de suite, les coulisses de la semaine. Les coulisses de la semaine consacrées à cette femme qui s'appelle Helga Wouters. Vendredi, elle était jugée à Pau et le procureur de Pau a requis 3 ans de prison ferme contre elle, contre cette anesthésiste qui a 51 ans. Le 26 septembre 2014, elle est arrivée au bloc pour un accouchement en état d'ébriété. Sa patiente n'a pas survécu. Cet anesthésiste avait déjà été renvoyé à 2 reprises pour des problèmes d'alcool d'autres établissements hospitaliers. Le récit de cette histoire, de cette semaine d'audience à peine croyable avec nos invités, avec Dominique, ce sera juste après le rappel des faits signé Lisa Trad. 6 ans que les parents de Cynthia Hawk attendaient ce procès. We're okay. We're good. We're good. We're strong. 6 ans que leur fille a succombé dans une salle d'opération de la maternité d'Orthez. 6 ans aussi qu'Isaac, leur petit-fils, est né. Ce jour-là, la césarienne a mal tourné. L'enquête a révélé que l'anesthésiste avait commis plusieurs fautes. Le 26 septembre 2014, la grossesse de Cynthia est arrivée à terme. Son accouchement est déclenché. Face aux difficultés pour sortir le bébé, le gynécologue obstétricien opte pour une césarienne. Helga Wouters, anesthésiste de garde, est appelée pour placer la patiente sous anesthésie générale. Le bébé est sauvé, mais la maman s'agite, vomit, se réveille et crie sa douleur avant de faire un arrêt cardiaque. Elle décède 4 jours plus tard. L'enquête dévoile alors que la praticienne avait intubé l'œsophage de la patiente plutôt que la trachée, puis n'a jamais réussi à la réanimer lorsqu'elle ne respirait plus. L'intubation a été traumatique, voilà. Et il y a une autre difficulté en ce qui concerne l'utilisation ou le fonctionnement d'un appareil de respiration artificielle. Ce soir-là, Helga Wouters avait pris l'apéritif chez une amie, mais sa consommation d'alcool avait commencé bien plus tôt. Devant les enquêteurs, elle avoue toujours emporter dans la poche de sa blouse un mélange d'eau et de vodka pour ne pas trembler, dit-elle. Il n'est pas acceptable, lorsqu'on exerce sa profession, de boire ne serait-ce qu'une goutte d'alcool. J'ai parlé de carnage, je considère que les conditions dans lesquelles cette intervention se sont déroulées s'apparentent à des pratiques qui relèvent du Moyen-Âge. Le soir du drame, Helga Wouters a estimé qu'elle était à 70% de ses capacités. Son ivresse lui avait déjà valu 2 licenciements dans des hôpitaux belges. Aujourd'hui, âgée de 51 ans, toujours alcoolique, elle a gardé le silence pendant tout le procès, prononçant simplement à la toute fin « Je suis sincèrement désolée ». Et avec nous, Sophie Carbonel, bonjour. Merci d'être avec nous. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes journaliste, chef d'édition Béarn et Sous, le journal Sud-Ouest, et vous avez suivi ce procès. Vous avez donc vu cette femme. Oui. Comment vous l'avez perçue? Qu'est-ce que vous avez ressenti déjà de cette femme dont l'histoire nous semble à peine croyable? Fidèle à l'attitude qu'elle a eue en fait pendant toute l'instruction, c'est-à-dire pas très bavarde, elle n'a pas voulu s'exprimer dès le début du procès, mais ni avec les médias. Elle a traversé toute la salle des pas perdus complètement voûtée, mal à l'aise. On sentait que vraiment elle porte le poids aussi de ce drame sur les épaules. Et quelqu'un qui est un peu pas dans la lune, mais qui est présente sans être vraiment présente. Voilà, on sait que l'alcool est toujours dans sa vie, donc voilà, pas très à l'aise, quoi, vraiment pas à l'aise. Cette journée de 2014 est assez horrible. Elle arrive donc ivre au bloc, on le disait, à 70%, a-t-on évalué, de ses capacités. Qu'est-ce qui va se passer?
Alors 70%, c'est elle qui s'évalue à 70% de ses capacités. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a été appelée pour une césarienne, elle était de garde, et elle est arrivée dans le bloc, et il a fallu réagir très vite. Xintia Oq allait vraiment pas bien, et puis elle a commencé à intuber la patiente, et c'est là qu'elle s'est trompée, elle a intubé les voies digestives au lieu d'intuber les voies respiratoires, ce qui a créé une hypoxie. La victime ne pouvait plus respirer. Et puis voilà, c'est ce que disait le directeur d'enquête. On s'est retrouvé face à une panique totale dans le bloc opératoire. Tout le monde complètement dépassé. L'anesthésiste qui était incapable d'agir. Ils sont même venus appeler le SAMU qui se trouvait à quelques mètres plus loin à l'hôpital d'Orthez pour leur porter secours. Quand elle dit, alors elle a du mal à s'exprimer, je crois que c'est important, elle est néerlandaise, elle a du mal à s'exprimer, puis ensuite elle va décider plutôt de garder le silence, ce qui est une posture, voilà. Elle va juste dire « je ne mérite pas la prison ». Quand elle dit ça, vous en pensez quoi, vous, après avoir suivi les débats ? Elle a fait déjà 2 mois de préventive quand elle a été mise en examen. Elle a ensuite été placée sous un contrôle judiciaire très strict où elle était seule, elle était dans un gîte sans sa famille qui habite en Belgique. Donc elle a eu comme seule compagnie en fait l'alcool. Mais paradoxalement, c'est en détention qu'elle a arrêté de boire. C'était la seule fois où elle a pu arrêter de boire. Quand elle s'est retrouvée en liberté, sous contrôle judiciaire, elle a recommencé à boire. Alors est-ce qu'elle mérite la prison ? Je sais pas, on est quand même sur un délit, on n'est pas sur un crime, on est face au tribunal correctionnel, on n'est pas aux assises. La peine maximale pour un homicide involontaire, c'est 3 ans de prison. Elle a fait 2 mois. La famille aimerait qu'elle aille en prison, c'est ce qu'ils ont dit. On sait qu'elle avait un passé déjà, et un passif même, puisqu'elle avait déjà eu des problèmes avec des problèmes d'alcool, là où elle opérait avant dans de précédentes cliniques. Est-ce qu'à un moment, il a été question de la responsabilité de ceux qui l'ont fait travailler aujourd'hui, qui n'avaient peut-être pas vérifié suffisamment quel était son passé? Alors ça a été un vrai débat qui s'est joué devant la chambre de l'instruction, puisque l'hôpital et la clinique avaient été mis en examen. La clinique était l'employeur d'Helga Wouters, et l'hôpital lui prêtait du matériel médical et des médecins aussi. Donc ils se sont retrouvés mis en examen par juge d'instruction. Ils ont fait appel et la chambre de l'instruction a décidé de lever cette mise en examen. Manque d'informations, et le juge d'instruction les a replacés à nouveau en examen 1 année plus tard, et ça a à nouveau été levé. Donc aujourd'hui, c'est plus le débat. Devant le tribunal, pendant ces 2 jours de procès, il n'a pas été question de remettre en cause la responsabilité de la clinique et de l'hôpital. Elle avait été renvoyée 2 fois, c'est ça, de 2 hôpitaux en Belgique. Oui, en Belgique. Alors après, ils ont expliqué qu'ils n'avaient pas eu accès au dossier, que les conseils de l'ordre entre la France et la Belgique ne communiquent pas. Elle est arrivée, pour eux, il n'y avait aucun problème. Mais il y a eu quand même des signalements qui avaient été faits. Puisque, voilà, ironie du sort, le lundi suivant le drame, elle devait passer un entretien avec la direction de la clinique pour une mise à pied, pour faute grave, parce qu'il avait été vu plusieurs fois qu'elle était pas au mieux de ses capacités, qu'elle titubait, elle répondait pas au téléphone quand elle était de garde. Comment ça s'est passé entre la partie civile et elle? Il y a eu des échanges de paroles, de regards? Il n'y a pas eu d'échange pendant les 2 jours. Et le vendredi, après la suspension d'audience, elle a essayé de parler au père de Xintia Oq. La victime elle l'a fait de 2014. Via l'avocat de la famille, et le père a refusé de lui parler. Ils ne sont pas dans le pardon, c'est pour eux... Voilà, c'est quelque chose d'horrible, surtout que rien ne laissait pressentir un drame pareil. Xintia allait bien, c'était une jeune femme pleine de vie, elle a eu une grossesse tout à fait normale. C'est vraiment, ça peut arriver à n'importe qui. On se dit, elle était là au mauvais moment, au mauvais endroit. Ce qui est effrayant, c'est quand même ces signaux qu'il y avait eu avant. Il y avait eu notamment l'administration de mauvais médicaments quelques jours avant le drame de Xintia. Oui, alors ça, je crois que c'était sur un patient oui, tout à fait. Qu'elle avait fait, qui est décédé d'ailleurs, mais elle n'avait pas été poursuivie pour ça. Oui, il y a eu des signaux, mais c'est justement ce qui a amené à ce que ce lundi suivant, il devait y avoir cet entretien, mais on était sur un week-end où il fallait avoir un anesthésiste de garde, et voilà. Est-ce que la clinique est responsable de ça? La justice a dit que non, donc c'est plus à commenter. Histoire assez incroyable. Merci beaucoup, Sophie Carbonel, d'être venue nous raconter les coulisses de ce procès qui s'est donc déroulé à Pau cette fin de semaine. Merci à vous de nous avoir suivis, comme tous les dimanches sur BFM TV. Dominique, on se donne rendez-vous dimanche prochain, 13h, pour un nouveau numéro d'Affaires suivantes. Bon dimanche sur BFM TV.